Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette webinaire sur le temps du midi du projet Viral pour accompagner votre repas. Euh, je suis Marc Roca, je suis chargé de recherche au CNRS et à l'UMRDRES à l'Université de Strasbourg. Et je suis aujourd'hui avec ma collègue Hélène Cava, qui est maître de conférence à l'Institut du Travail à l'Université de Strasbourg et qui participe aussi au projet Viral étant dans le comité scientifique du projet. Donc, le programme pour aujourd'hui, je vais commencer par présenter le rapport comparé du projet Viral. Il inclut quelques mots sur le projet lui-même. Le rapport comparé qui porte sur la gestion de la crise du Covid par le dialogue social dans le pays couvert par le projet. Vous allez le découvrir dans un instant. Ensuite, évidemment, il y aura un moment, si vous le souhaitez, pour poser des questions. Les questions, pendant tout le webinaire, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez les poser dans le chat. Ceci parce que le webinaire est enregistré. Pour éviter de devoir donner votre consentement pour l'usage de votre image, etc. Donc, vous envoyez les questions dans le chat. Vous pouvez les faire en italien, français, anglais ou toute autre langue qu'on arrive encore à lire. Et moi, je vais les répondre. Donc, après la présentation du rapport, il y aura une possibilité de poser des questions et ensuite nous passerons à la présentation des deux études de cas que nous avons menées. Donc, le premier, ça sera l'étude de cas menée par Hélène, qui vise les accords de performance collective chez les groupes Server et Derichebourg. Et ensuite, l'étude de cas que moi-même, avec Florence Tepo, que je vois aussi connectée. Bonjour Florence. Nous avons mené sur la gestion de la crise chez Air France, notamment en relation avec les pilotes, dans la gestion notamment du prêt garanti par l'État. Alors, je vais directement passer à présenter, partager ma présentation. Voilà, c'est celle-là. Normalement, ça marche. J'espère que là, vous la voyez. Alors, comme je disais, le dialogue social dans l'aviation civile pendant la crise du Covid-19, je vais présenter des éléments concernant tous les États membres couverts par le projet et je vais m'attarder en réalité un peu moins sur la France parce que je considère que c'est bizarrement le moins intéressant pour les publics. L'idée de ce webinaire, c'est aussi évidemment de donner l'occasion de présenter tout ça en français, étant donné que le projet, comme tous les projets européens, produit des matériaux entièrement en anglais. Je vous donnerai la référence pour le site du projet dans un instant, à la fin de ma première présentation. Le projet Viral, en tant que tel, en deux mots, c'est un projet financé par la DG Emploi de la Commission européenne et qui porte sur les relations professionnelles dans le secteur de l'aviation civile avec un focus spécifique sur la gestion de la crise du Covid. Le projet est porté par une équipe qui est internationale et interdisciplinaire. Vous voyez ici les partenaires. Ce que vous pouvez retenir, ce sont les États couverts par le projet, donc l'Italie, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne et la Pologne. Donc, dans cette première présentation, je vais brièvement reprendre la situation pré-crise, qui ne fait pas vraiment objet du webinaire aujourd'hui. Donc, c'est juste pour vous situer dans la situation des relations professionnelles concernant le secteur de l'aviation civile. Et ensuite, je vais passer à l'impact de la crise, à la gestion de celle-ci par le dialogue social ou le manque de dialogue social, pour ensuite arriver à la situation après-crise, les défis dans l'après-crise et quelques conclusions. Alors, concernant la situation avant la crise. Donc, pour très brièvement vous présenter les systèmes de relations professionnelles qui sont couverts par le projet, nous avons, comme je l'ai dit, 7 pays. Ceux-ci sont représentés par des traditions différentes de relations professionnelles.
qui on peut, comme toutes les classifications, ça reste un peu forcé, mais on va les classifier en trois familles. La famille des systèmes institutionnalisés, dans lequel l'État joue un rôle dans les relations professionnelles à travers la législation, le rôle des autorités publiques, etc., etc. Le système, les systèmes libéraux, ainsi dit, donc le système où l'État n'a pas ce rôle et n'a pas non plus un rôle de soutien aux partenaires sociaux. Et ensuite, le système nordique, représenté par le Danemark, qui voit aussi une manque d'intervention de l'État dans le jeu de la négociation collective, dans les relations professionnelles, mais qui, à différence donc des systèmes libéraux, prévoit des protections particulièrement importantes pour le droit collectif, et notamment donc la possibilité de l'action collective, de la grève et de la négociation collective. Les pays sont aussi caractérisés par des taux très différents de syndicalisation et de couverture des conventions collectives sur lesquelles je ne vais pas trop revenir. Essentiellement, on va au niveau des taux de syndicalisation de niveau très élevé du Danemark au niveau très faible de la France et de la Pologne. Et pour les taux de couverture, c'est plus ou moins similaire, sauf que là, la France change complètement de place et revient dans le groupe avec un taux de couverture des conventions collectives le plus élevé. Pour ce qui concerne l'aviation civile elle-même, nous avons des spécificités, notamment pour les métiers de l'air, donc les pilotes et les personnels de cabine. De spécificité qui est notamment la représentation qui se fait parfois et de manière assez fréquente par des syndicats de catégorie, c'est-à-dire des syndicats qui ne sont pas affiliés aux confédérations principales dans certains pays, mais qui ne représentent que la catégorie professionnelle. Pardon. Ceci est particulièrement présent chez les pilotes, vous le voyez dans le tableau. Il y a aussi des changements qui ont eu lieu, notamment pendant le Covid, et je vais y revenir dans la suite de ma présentation. Les spécificités de la négociation collective dans ce secteur vise notamment la fragmentation de celle-ci, même dans le pays où le niveau de négociation le plus important, ou au moins statistiquement plus important, c'est les secteurs ou la branche, l'aviation représente une exception. Donc, le niveau de négociation plus important est souvent celui de l'entreprise, donc au niveau d'une compagnie aérienne spécifique. Cependant, on pourrait s'attendre évidemment qu'une telle fragmentation amène à une couverture des conventions collectives moins importante. Ceci n'est pas le cas. En réalité, le taux de couverture des conventions collectives est plutôt élevé. Donc, la plupart de ces compagnies sont bien couvertes par une convention collective. Et aussi, au niveau du taux de syndicalisation, au niveau des taux de syndicalisation, on remarque donc, normalement un taux de syndicalisation très élevé parmi les pilotes et les personnels de cabine. Il y a à ces taux de couverture plutôt élevés une exception importante. Je suis certain que personne n'est particulièrement surpris de cette exception. C'est ce qu'on appelle le modèle ultra low cost, dont Ryanair est sans doute l'exemple plus connu, mais il y en a d'autres désormais. C'est un modèle de business qui devient de plus en plus important, présent. Volotea, Wizz Air, je mentionne juste les exemples plus flagrant, dans lequel on a essentiellement un refus de négociation collective et donc le manque d'accords au niveau de l'entreprise, ce qui, avec l'absence d'une convention collective des branches dans la plupart de ces pays, implique que le niveau des conditions de travail est limité au minima établi par la loi. Donc, dans cette situation qui préexiste la crise, nous allons donc voir l'impact de la crise du Covid. J'ai repris ici les éléments, disons, économiques macro plus intéressants. Là aussi, vous ne serez pas particulièrement surpris de découvrir que le secteur de l'aviation a été fortement impacté par la pandémie et aussi les mesures pour lutter contre la pandémie. Vous voyez
la chute gigantesque du nombre de vols au niveau global entre 2019 et 2020 et dans l'Union européenne, donc aussi la chute du nombre des passagers qui a été essentiellement le trafic aérien civil était presque entièrement arrêté. Donc, cette chute de 91% du nombre de passagers est encore plus marquée en France en 2020, où on arrive jusqu'à 97% en moins de passagers. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui vole, il n'y a plus d'avions. Donc, vous pouvez imaginer un impact énorme sur les compagnies aériennes. La reprise a été un peu plus rapide quand même de ce qu'on s'attendait. Pas mal des projections disaient qu'il fallait attendre jusqu'à 2025 pour attendre une reprise. En réalité, la reprise a été déjà à partir de l'été 2020 était là. Évidemment, on a dû attendre jusqu'au 2023 pour avoir le même nombre de vols de l'avant-crise. Donc, ça a quand même pris du temps. Mais déjà, en l'été 2022, il y avait des compagnies aériennes qui avaient atteint le même niveau que 2019. Donc, il y a bien eu une reprise. Et ces deux moments vont être très importants. Donc, l'impact de la crise initiale et la reprise plus rapide que prévu. Gardez ça à l'esprit parce que ça va revenir dans ma présentation. Donc, l'emploi dans le secteur était aussi largement impossible à effectuer en télétravail. Donc, évidemment, le travail des pilotes, des personnels des cabines, mais aussi la manutention, le personnel du sol, etc., ne peut pas être placé en télétravail, ce qui implique donc une difficulté encore plus importante de gérer cette crise. Cependant, ce qu'on remarque au niveau de l'impact, c'est qu'il n'y a pas une énorme restructuration de la filière. Un nombre limité des compagnies aériennes ont fait faillite. Parmi les grandes compagnies, l'exception, c'est la compagnie italienne, l'ancienne compagnie nationale, Alitalia, qui a fait faillite pendant la crise, mais là aussi pour des effets d'une crise qui était de plus longue durée. Quelles ont été les mesures principales pour limiter cet impact? Il y a eu des soutiens financiers qu'on appelle, je l'ai réparti en deux catégories, donc un soutien financier plus ou moins direct, dans la forme des prêts garantis par l'État, des récapitalisations, des reports des paiements de certains frais ou impôts. Attachés à ce type de soutien, des différents types de conditionnalités ont été imposées aux compagnies aériennes dans les différents États membres. L'autre aspect, c'est les soutiens financiers en direct, c'est-à-dire toutes les formes de soutien financier qui venaient à compenser le chômage partiel, les réductions du temps de travail, la suspension de contrats de travail, que ça soit directement versé aux travailleurs ou à travers les compagnies aériennes et les employeurs. Ces types de soutien essentiellement existaient partout dans les pays du projet. Il est important de remarquer que dans la plupart des cas, il s'agissait des mesures généralisées. Donc, ce n'est pas une mesure de soutien au secteur de l'aviation, mais plutôt une mesure qui existait dans l'économie générale du pays et qui était utilisée de façon très importante par le secteur de l'aviation. Donc, pour reprendre des exemples de ces schémas, comme je vous disais, essentiellement, on les retrouve dans tous les pays couverts par le projet. La chose intéressante à remarquer, c'est que certains de ces schémas prévoyaient des conditions, par exemple l'interdiction de licencier pendant l'usage de ces formes de subventions publiques, d'indemnisation publique, ce qui a mené parfois des compagnies à ne pas les utiliser ou quitter ces schémas pour pouvoir notamment procéder à des licenciements. Ça a été le cas chez SAS au Danemark. Qui a initialement utilisé la mesure danoise le schéma temporaire de compensation salariale et qui ensuite l'a quitté pour pouvoir procéder à des licenciements collectifs. Il y a aussi eu des faiblesses de ces formes de protection, notamment on a l'exemple italien où il y avait une forme de soutien spécifique au secteur qui était financé anciennement par des contributions prélevées sur les tickets vendus
qui évidemment était à zéro pendant la crise, donc qui a été refinancé par l'État, mais qui ne couvrait que le secteur de l'aviation, et dans un sens assez strict. Ainsi, les travailleurs qui étaient utilisés à travers des agences intérimaires, qui est l'exemple, par exemple, de pas mal de travailleurs de Ryanair, qui sont mis à disposition des Ryanair par l'agence Crewlink, qui étaient exclus donc de cette possibilité d'indemnisation. Ensuite, l'autre aspect, l'autre façon dans laquelle les conséquences de la crise ont été gérées du point de vue des conditions de travail, c'est la modification impéieuse des conditions de travail. Donc, essentiellement, réduction des salaires, réduction de temps de travail sans compensation et des choses de ce type, parfois à travers des mesures unilatérales, parfois à travers des mesures négociées sous la pression d'une crise qui semblait essentiellement une crise qui allait détruire les secteurs de l'aviation. Donc, on peut imaginer une pression assez importante. Nous allons le retrouver dans les études de cas. Soit parfois en passant à travers une faillite et après une reprise de la main-d'œuvre par une nouvelle compagnie, notamment c'était le cas en Italie, après la faillite d'Alitalia, mais sans l'application des mêmes conditions. Donc, dans la plupart des cas, on assiste à des réductions salariales plutôt importantes. Le chiffre de 20% de réduction, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de pays. Mais à ça, il faut aussi ajouter que les professions de l'air, donc les pilotes, le personnel de cabine, ont souvent des bonus liés au nombre d'heures de vol qui étaient à zéro ou étaient en tout cas fortement réduits. Donc, en réalité, la réduction effective des salaires était plus importante que ça. Dans pas mal des pays, cette réduction a aussi touché un autre métier de l'aviation, les contrôleurs aériens, qui étaient aussi souvent financés par des charges sur les tickets d'avion ou des charges imposées aux compagnies aériennes pour l'usage du contrôle aérien, mais qui évidemment donc étaient à nouveau fortement impactés par le manque de vol. Donc tout ça pendant la crise, ce qui a permis globalement un maintien des niveaux d'emploi dans les secteurs. Je dis globalement parce que ça change de pays selon les différents pays, mais globalement, on n'a pas assisté à des réductions énormes dans le taux d'emploi global dans le secteur. Évidemment, il y a eu des groupes plus impactés que deux autres. Ici, je vous ai parlé des mesures de soutien, etc. Mais dans certains pays, c'est l'exemple du Danemark, c'est l'exemple de l'Espagne, les travailleurs temporaires, tous ceux qui étaient avec des contrats précaires, pour ainsi dire, ont été les premiers qui n'ont pas été renouvelés et qui donc ont payé un prix plus cher de cette crise, comme malheureusement arrive souvent. Donc maintenant, nous sommes globalement à la fin de cette crise, donc nous pouvons tracer un bilan de ce qui s'est passé à la sortie de la crise. Donc la sortie de la crise, on peut globalement l'identifier dans l'été 2022. L'été 2022, c'est le moment où les vols reprend. Pas mal des compagnies sont essentiellement en train d'opérer la même quantité de vols qu'avant. Il y a un nombre de passagers qui est presque au niveau de 2019, etc., etc. Donc, quel est le défi à ce moment? Les défis, c'est que dans la plupart des cas, c'est réduction de salaire, réduction de temps de travail, qu'on avait négocié ou imposé pendant la crise pour sauver l'emploi, n'avait pas de date limite ou avait été négocié pour une période plus longue à cause, si vous vous souvenez, de ces projections qui disaient que ça allait prendre jusqu'en 2025 pour la reprise. Donc souvent, ces accords, ces conventions collectives prévoyaient une durée plus longue ou étaient sans date limite. Donc, qu'est-ce qui se passe? La situation redevient normale et les travailleurs, évidemment, demandent un retour aux conditions de travail préexistantes. Ceci a mené à pas mal d'actions collectives, de grèves. On les a vues chez SAS, on les a vues en Allemagne, chez Lufthansa, on les a vues aussi en France, notamment chez Transavia, et on les a vues aussi en Pologne pour ce qui est les contrôleurs aériens. Donc, ceci, à cause aussi du double impact, donc c'est la fin de la crise du Covid, mais de l'autre côté, c'est aussi la crise de l'inflation et du coût de la vie qui arrive en même temps. Donc,
il y a encore plus une pression pour les travailleurs pour obtenir au moins les conditions préexistantes, ce qui, voilà, nous amène à un nombre important de tensions. Tensions qui sont encore plus importantes parce que dans certains pays, certaines tranches de la filière aérienne constatent une manque de main-d'œuvre importante, une difficulté à recruter euh, parce que des personnes qui avaient été licenciées ou dont le contrat avait été suspendu ou dont le contrat avait été modifié avec des conditions de travail moins intéressantes pendant la crise ont retrouvé d'autres emplois. Euh, Parce que le secteur de l'aviation, au moins pour certaines professions, est un secteur qui a des bonnes conditions de travail. Pour les métiers du sol, ce n'est même pas trop le cas. Et qui a aussi, en tout cas, des horaires très compliqués, des moments où on est éloigné de sa famille, de ses intérêts, de son domicile, etc. Et donc, il est assez intéressant de chercher ailleurs si on en a l'opportunité. Donc, on remarque ces manques de main-d'œuvre dans pas mal de pays et qui mettent de plus encore de pression sur la négociation de nouvelles conventions collectives, de meilleures conditions de travail, parce que ça renforce évidemment le pouvoir du côté syndical. Donc tout ça nous amène aux conclusions. Donc on va chercher de regarder un peu au futur. Pendant la crise, nous avons remarqué une augmentation de certaines pressions sur les conditions de travail qui étaient préexistantes, mais qui ont été renforcées pendant la crise. Il s'agit essentiellement des pressions qui, d'une façon ou l'autre, contournent les conditions applicables dans un État aux travailleurs. La première de ces formes, c'est ce qu'on appelle le wet lease, c'est-à-dire la situation où un avion est loué avec aussi les travailleurs. Pour une construction juridique qui est largement dans une zone grise sur laquelle je ne vais pas nécessairement me lancer dans une critique juridique, mais personnellement, je pense que tout simplement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il est appliqué, donc c'est ça qui nous intéresse. Essentiellement, on applique les conditions de travail du pays d'origine. Donc, un avion peut être préparé en quelques heures pour opérer un vol pour une compagnie ou l'autre. Vous allez le voir avec tous les beaux couleurs, drapeaux, équipements, comme si c'était un avion opéré par une certaine compagnie. Vous voyez un exemple, un quart de vol chez SAS sont opérés en wet lease. Et chez Lufthansa, le groupe a aussi une filiale low cost qui parfois prête ses avions et les équipages qui ont des pires conditions de travail à la compagnie principale. Donc, ceci, c'est une source de pression sur les conditions de travail. Une deuxième source qui nous a assez choqués ici et là pour son importance, c'est l'usage, en soi, c'est banal, on connaît très bien la fausse indépendance, l'usage donc de travailleurs indépendants dans le cadre des personnels de cabine ou des pilotes. On connaissait les modèles Ryanair, on savait que le pourcentage de pilotes Ryanair salariés par Ryanair en Irlande est très limité. Mais on a découvert des situations encore plus choquantes où LOT, donc la compagnie nationale polonaise, pendant la crise, avait licencié pas mal de pilotes et de personnels de cabine, a commencé à embaucher des nouveaux avec la reprise, mais en leur offrant des contrats de travail indépendant pour la compagnie. Et une fois que nos collègues, nos partenaires polonais se sont intéressés à la situation, ils ont découvert que plus ou moins un tiers seulement un tiers du personnel de cabine et des pilotes de LOT est effectivement salarié de la compagnie et tout le reste, c'est avec des contrats indépendants. La bonne nouvelle, toute récente, c'est que cette attention scientifique a aussi attiré l'attention des inspections du travail. Donc voilà, notre travail n'est pas simplement abstrait parfois, et on verra la suite de cette affaire. Mais il y avait déjà eu de mouvements en ce sens. Il y en avait eu en Allemagne déjà en 2015, et en dehors du projet, mais je tiens à le citer, il y a eu un cas récent au Royaume-Uni, Lutz contre Ryanair, dans lequel la pratique de la fausse indépendance a été condamnée et la relation requalifiée, donc en relation salariée. Pour terminer avec un peu une petite mise en bouche pour les études des cas,
Donc, nous avons mené des études de cas dans tous les pays couverts par le projet. Aujourd'hui, vous allez entendre les études de cas français présentées par Hélène et moi-même. Et j'ai eu le plaisir de les lire tous et le classifier un peu dans cette idée de continuité ou changement et conflit, consensus. Avec petit astérisque, changement n'est pas nécessairement positif et continuité pas non plus. Donc, ça dépend dans quelle direction vous continuez pour savoir si c'est positif ou pas, bien entendu, et même chose pour changement. Mais comme vous le voyez, dans la plupart des cas, la crise a été un moment de changement dans les relations professionnelles dans les secteurs de l'aviation. Mais vous voyez aussi qu'il y a essentiellement deux groupes qui s'y distinguent. Est-ce que ce changement a été fait dans le conflit? Est-ce que ça a été fait dans le consensus? Donc, ce qui est intéressant, c'est donc se poser la question, quelles sont les conditions structurelles, que ce soit institutionnelles, législatives ou des relations collectives, qui permettent de gérer les changements dans le consensus ou dans le conflit. En ce sens, quelques lignes pour terminer qui se dégagent. Il y a une recentralisation dans un certain sens, un retour d'attention pour l'idée d'une convention des branches, de catégories, de filières, selon les différentes spécificités des relations professionnelles qui se dessinent. La question est, est-ce que ça va continuer parce que évidemment pendant une crise il y a un intérêt pour établir des minimums, des minima, mais ensuite une fois que la situation s'améliore, on est vite revenu à la concurrence. Euh, L'autre aspect, c'est la question comment la crise a été gérée, quel a été l'impact sur la sortie. Donc là où les solutions négociées, donc vous l'avez vu dans le schéma précédent, les solutions dans les consensus ont été trouvées, il y a eu normalement une sortie meilleure de la crise dans le sens du dialogue social. Donc une sortie avec moins de conflits, moins de tensions. À nouveau, ce n'est pas probablement pas si surprenant, mais c'est toujours bien de constater que ce qu'on s'attend du monde est effectivement correct. Et là où, par contre, des solutions unilatérales ont été imposées, il y a eu beaucoup plus de difficultés dans le sens de conflits qui ont été déclenchés à la fin de la crise. Il y a aussi une circulation des stratégies, comme j'appelais les modèles Ryanair, de non-négociation, qui désormais se retrouvent aussi dans d'autres compagnies, d'où aussi la difficulté d'utiliser des labels classiques comme voilà, la compagnie nationale, etc. Mais qui aujourd'hui, par exemple, avec l'exemple des LOT, utilisent parfois les pires tactiques de réduction de coûts de main-d'œuvre et des droits sociaux. Il y a eu, là aussi c'est un constat plus global pour la crise du Covid, mais un retour du rôle de l'État dans ce secteur. À nouveau, quelque chose qu'on veut toujours pendant une crise. La question est, une fois que la crise est passée, qu'est-ce qui reste de ça? Mais ça a été très visible et c'est très visible que là où les outils mis en place par l'État ont été les plus efficaces, notamment à travers le chômage partiel, etc., ça a été aussi les pays dans lesquels la sortie de la crise a été le moins conflictuelle. Donc, quelque part, l'État a eu un rôle très important pour permettre des solutions gagnant-gagnant entre les employeurs et les syndicats. Il y a eu aussi beaucoup de court-termisme, quelque part, par les compagnies aériennes et les employeurs du secteur, aussi à cause des projections qui sont révélées fausses sur le temps que ça aurait pris pour la reprise. Euh, mais ceci a mené donc au fait qu'on a trop licencié peut-être, trop vite, on n'a pas pensé à la reprise et ensuite on s'est retrouvé dans une situation où on pensait pouvoir tout simplement re-embaucher les gens qu'on avait licenciés, mais ces personnes avaient trouvé d'autres emplois peut-être moins compliqués ou dans des meilleures conditions de travail et qui donc on s'est retrouvé face à des manques de main-d'œuvre. Et ensuite, quel sera donc l'effet de cette situation de manque de main-d'œuvre qu'on peut identifier dans certains secteurs, dans certaines parties de la filière? Est-ce que ceci aura donc un effet de mettre de la pression sur les conditions de travail vers le haut, après que la crise a mis une pression décidément vers le bas?
Donc voilà pour ma première partie. La dernière chose que je vais vous dire quand même, c'est de vous inviter à la conférence de clôture du projet qui se tient le 8 juin, donc la semaine prochaine, à Bruxelles, mais qu'on peut aussi voir un stream. Rendez-vous sur le site du projet. Vous le voyez aussi dans les slides, viralproject.eu. EU. Et en tout cas, pour toute question, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vais céder la parole à Hélène pour le premier étude de cas. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour cette introduction, Marco, qui était très intéressante et qui, d'ailleurs, une fois qu'on l'entend après les études de cas, remet un certain nombre de choses en perspective, finalement, y compris sur ce qu'on a écrit nous-mêmes. Je veux je voudrais revenir donc rapidement sur les éléments essentiels, hein. Le dossier était assez important sur les études de cas, donc on ne va pas tout pouvoir vous raconter, mais sur les éléments essentiels qu'on a pu déduire de ce travail sur certaines entreprises, et donc vous introduire un peu d'abord pourquoi on a analysé ces entreprises parce qu'il y en avait plein, Marco l'a rappelé, des entreprises ayant été touchées par la crise dans l'aviation et ayant mené un certain nombre d'expériences en matière de conventions collectives, de négociations collectives. Donc, nous, on a choisi d'analyser deux euh, entreprises, en l'occurrence donc le groupe Server et le groupe Derichebourg, ou en tout cas une filiale du groupe Derichebourg. Et moi, donc peut-être pour dire un mot de présentation, je suis juriste donc, et j'ai beaucoup travaillé, notamment dans ma thèse, sur les accords de performance collective. Donc c'était l'occasion en fait euh, d'analyser un certain nombre d'accords de performance collective conclus dans des entreprises de l'aviation ou de l'aérien de manière générale, puisque je bénéficiais par ailleurs d'un certain nombre d'éléments statistiques sur les accords de performance collective conclus avant la crise et pendant la crise Covid, de manière générale au niveau national, etc. Donc ça permettait d'avoir un comparatif et une certaine voilà, expertise sur ce type d'accord et ceux qui ont été donc conclus dans l'aérien. Donc, pourquoi ces deux groupes-là? Il y a eu un très grand nombre d'accords de performance collective qui ont été conclus dans ce secteur. Donc, on aurait pu choisir différentes entreprises. Mais ce qui est très intéressant dans le cas du groupe Server et du groupe de Richebourg, qui ont donc tous deux conclu en APC, c'est qu'ils sont très représentatifs de deux phénomènes dont cette industrie de l'aérien est particulièrement représentative, c'est-à-dire le phénomène de l'externalisation. Il y a une forme d'éclatement du modèle de l'entreprise, de la compagnie aérienne, et le poids de la sous-traitance dans ce secteur, puisque voilà, l'organisation et la gestion de la main-d'œuvre est désormais très impactée par le phénomène de la sous-traitance. Or, et je vais vous les présenter tout de suite, ces deux groupes sont assez emblématiques de ces phénomènes, puisque le groupe Server, c'est donc une filiale du groupe Air France KLM, et le groupe Server est leader dans les activités qu'on dit d'assistance aux compagnies aériennes, spécifiquement en matière de commissariat aérien. Alors ça parle à certains d'entre nous ici, mais peut-être pas tous, c'est-à-dire la préparation, la mise à bord et le traitement des services donc, à bord des avions. Donc très concrètement, les plateaux repas et un certain nombre de services dans les avions. Première chose. Et le groupe Derichebourg, de son côté, et donc, alors c'est Derichebourg Aeronautics Services, donc c'est un des principaux prestataires de l'aéronautique en France, des services à l'aéronautique, et en l'occurrence, le principal sous-traitant en la matière d'Airbus. Donc vous voyez qu'à travers ces deux groupes, en fait, on a deux filiales ou sous-traitants d'Air France et d'Airbus, donc évidemment des mastodontes du secteur en France. Mais ce qui nous permet voilà, de pas seulement analyser la politique de ces mastodontes-là, mais de leurs filiales, de leurs sous-traitants qui sont en nombre d'effectifs, de salariés, en volume d'activité, des parties très importantes en réalité de ces groupes. Voilà, alors pour entrer dans le vif du sujet et dans le temps qui m'est imparti, d'abord la présentation très concrète, factuelle, pour vous donner une idée.
du contenu de ces accords de performance collective qui ont été signés dans ces deux entreprises. Et puis on fera peut-être un petit retour sur ce qu'est l'accord de performance collective juste après pour resituer un peu les éléments juridiques. Mais d'abord, le contenu. Alors, pour l'accord du groupe Server, l'accord de performance collective, il est conclu en novembre 2020. Par ailleurs, voilà, ces deux accords qu'on va étudier qui sont conclus en plein cœur de la crise. Donc, évidemment, c'était tout l'intérêt de les analyser. L'accord donc Server, il est conclu en novembre 2020 dans 4 différents établissements du site Roissy, ainsi que sur le site de La Réunion. Ce sera important pour la suite. Qu'est-ce qu'il prévoit cet accord de performance collective? Il prévoit la perte de 2 jours de RTT par l'ensemble des salariés, qui est entraîné par le passage d'une durée collective du travail de 35 heures à 35 heures 27. Premier élément. Deuxième élément, la suppression de 2 jours de congé d'ancienneté conventionnel, donc qui était prévu par accord. Troisième élément, un gel des salaires. Quatrième élément, la suspension de toutes les mesures d'augmentation salariale qui intégraient les augmentations de rémunération liées à l'ancienneté. Et cinquièmement, la réduction de la prime de 13e mois et de 14e mois selon une quote-part, enfin un pourcentage, en 2020 puis en 2021, c'est-à-dire elle a été réduite de 40% et 50% pour le 13e mois et pour le 14e mois de 60% et 50% en 2021. Bref, une réduction progressive, enfin inversement progressive de ces primes. Et derniers petits éléments qui peuvent avoir leur importance dans cet accord, il y avait des mesures de mobilité professionnelle aussi, vers des emplois de même classification, pardon, dans la mesure du possible. Et là, je cite, donc on voit bien que c'est des mesures qui peuvent entraîner une forme de déclassification des salariés. Et dernier élément, une série de mesures qui visaient à réduire la masse salariale de 10%, donc qui était un objectif affiché comme tel dans l'accord. Et là, on a une réduction de la subvention pour les achats de billets d'avion pour les salariés, une diminution du nombre de jours pris en charge lors d'un arrêt maladie, etc., etc. Je ne vous les cite pas tous, mais ça touche à un certain nombre très important de garanties pour les salariés. Dernier élément sur cet accord, ce qui est intéressant, c'est que le groupe a ensuite organisé la signature de 2 autres accords. Un accord relatif à l'activité partielle de longue durée, donc qu'a présenté Marco, c'est-à-dire l'APLD en France, et un accord portant rupture conventionnelle collective, donc les fameux accords de RCC, sorte de plan de départ volontaire, nouvelle formule. Donc, on est vraiment là sur un APC qui est emblématique de la gestion des entreprises dans la crise, qui ont euh, imaginé des constructions multiconventionnelles, c'est-à-dire des constructions avec un certain nombre d'accords collectifs de crise conclus à ce moment-là, quasi simultanément. Voilà. Je vais revenir sur le processus de négociation ensuite parce que c'est très intéressant. Voilà pour le premier accord. Pour le second accord, celui signé à Derichebourg Aeronautics Services, donc, c'est un accord qui est conclu en juin 2020, donc là aussi en plein cœur de la crise. Ce qui est intéressant dans cet accord, c'est qu'une alternative a été proposée aux organisations syndicales, soit un PSE, donc un plan de sauvegarde de l'emploi mal nommé, donc un plan social de suppression d'emploi de 700 suppressions d'emplois, soit un accord de performance collective ayant les différentes conséquences sur l'emploi que je vais vous donner. Après des discussions extrêmement tendues, le 12 juin donc, a été signé finalement un accord de performance collective. Donc c'est la deuxième possibilité qui a été choisie par une partie des organisations syndicales en contrepartie de l'abandon du PSE. Donc c'était l'engagement principal de l'entreprise. Qu'est-ce que contient cet accord de performance collective? Il contient la suppression des indemnités de repas et de transport pour tous les salariés, la facilitation de mobilité géographique, en forme de mutation, euh, ainsi que la suppression du 13e mois, là aussi, en 2020, pour ceux dont le salaire brut mensuel dépasse les 2,5 SMIC. Donc voilà, une catégorie des salariés. Alors, c'était des conséquences assez importantes pour les salariés, parce que c'est vrai qu'en citant ces éléments-là, on n'a pas forcément une idée chiffrée de quel est l'impact sur la rémunération des salariés. Mais ce qu'ont apprécié les organisations syndicales, y compris signataires d'ailleurs de l'accord, c'est que cet accord entraînait une perte d'environ, enfin de jusqu'à 500 euros, soit 20% du salaire pour certains salariés.
Ce qu'a entraîné cet accord, et on y reviendra rapidement, mais ce qui est assez impressionnant, je vous le dis tout de suite, c'est que d'emblée, 163 salariés ont refusé l'application de cet accord à leur contrat de travail et ont donc été licenciés suite à l'entrée en vigueur de cet accord. Donc c'est une conséquence assez importante qui, y compris, a entraîné des épisodes grévistes et un certain nombre de mobilisations dans l'entreprise suite au licenciement donc d'un peu moins de 200 salariés dans l'entreprise. Alors, pourquoi ont-ils été licenciés? Je tenais quand même, même si on n'a pas beaucoup de temps, mais à faire un rapide point, très rapide, mais un point juridique sur le régime de cet accord de performance collective, puisqu'en effet, il peut entraîner le licenciement sans aucune garantie de ses salariés. Donc, c'est un élément important à avoir en tête. Voilà, je vais juste résumer le régime en trois éléments centraux. Cet accord de performance collective, il date des ordonnances dites Macron, donc du 22 septembre 2017. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un régime qui n'est pas lié à la crise Covid, hein, qui existait bien avant la crise Covid. Il a été introduit en 2017, plus exactement le 1er janvier 2018, donc. Mais il a connu d'emblée un certain succès, puisque au moins 119 accords ont été conclus sur l'année 2018, puis le succès a été exponentiel. On a un certain nombre de statistiques, je vous donnerai un certain nombre de chiffres à la fin sur le nombre d'APC conclus pendant la crise, mais ils ont des centaines, plusieurs centaines d'accords ont été signés, y compris pendant la crise. Donc voilà, il y a un certain succès de ce dispositif. En deux mots, enfin plutôt en trois éléments principaux, cet accord de performance collective, il a la faculté de se substituer au contrat de travail, ce qui est quelque chose de sans précédent en droit du travail français, puisque normalement, euh, rien, ni l'employeur, ni l'accord collectif ne peuvent modifier le contrat de travail dans ces éléments structurels, notamment que sont le lieu de travail, la rémunération, et temps de travail, évidemment, la durée de travail, ainsi que son organisation, voilà, dans la durée, etc. Donc, ces trois éléments qu'on appelle socle contractuel, rien ne peut les modifier si ce n'est avec l'accord individuel du salarié. Or, l'accord de performance collective, pour la première fois dans l'histoire en France, se substitue aux éléments contraires et incompatibles du contrat de travail. Première chose. Deuxième chose, le salarié qui se voit appliquer cet accord peut refuser, mais alors, ça c'est pas nouveau, mais alors il peut se voir licencié par l'employeur, ce qui là non plus n'était pas nouveau, puisque l'employeur pouvait licencier un salarié en cas de refus, à condition d'avoir un motif économique. Mais là, c'est très différent, puisqu'il n'y a plus du tout de question de motif. Le salarié peut être licencié pour un motif spécifique qui constituera une cause réelle et sérieuse. Donc ça, c'est la formule du Code du travail. Ce que ça veut dire, c'est que ce licenciement, il est justifié. Alors, on va voir qu'il est encore possible potentiellement de le contester aujourd'hui, mais a priori, d'après la formule du Code du travail, ce licenciement sera justifié et surtout, il ne sera accompagné d'aucune des mesures d'accompagnement que prévoyait le droit du travail français, c'est-à-dire par exemple les obligations de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi avec un certain nombre d'obligations de reclassement, etc. de l'employeur. C'est toute cette série de garanties disparaît avec le régime de l'APC. Dernier élément, troisième et dernier élément clé du régime de l'APC, pour conclure un APC, l'employeur n'a à justifier d'aucune difficulté économique, alors que jusqu'ici, ce type d'accord devait être justifié économiquement. Il n'a justifié d'aucune difficulté économique et par ailleurs, il ne doit pas non plus s'engager à maintenir l'emploi. Alors que jusqu'ici, cette famille d'accords était subordonnée à une forme d'objectif de maintien de l'emploi. Donc, cet APC, il est affranchi, on peut dire, de ces deux éléments, à la fois que l'entreprise subisse une forme de difficulté économique et que l'employeur s'engage à maintenir l'emploi. Il n'est plus tenu d'avoir ces deux éléments-là. Donc, évidemment, ça facilite, et c'était l'objectif du gouvernement, puisque c'était des ordonnances et pas immédiatement une loi. C'était l'objectif du gouvernement de faciliter la signature, la conclusion de ce type d'accord. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, et c'est bon, il me reste environ une dizaine de minutes, le débat sur ces accords de performance collective, et notamment dans le secteur de l'aérien, a été, euh, a été la question de savoir si cet outil de l'accord de performance collective peut être un outil de gestion de crise
et de quelle manière? C'est-à-dire, est-ce que ça va être un outil de gestion de crise pour renforcer la compétitivité, etc., ou pour maintenir l'emploi, puisque il y avait eu un certain nombre d'acteurs, dont le ministre du Travail, la ministre du Travail à l'époque, et voilà, le ministère du Travail en partie, etc., qui avaient avancé cet outil comme l'un des outils de ce qu'ils avaient appelé le bouclier anti-licenciement pendant la crise. Donc, on avait l'APLD et puis on avait aussi ces accords de performance collective qu'il aurait fallu réhabiliter parce qu'ils auraient pu maintenir l'emploi. Donc, on est vraiment, spécialement dans l'aérien, on est vraiment dans ce débat-là. Est-ce que finalement ces accords ont été utilisés à cette fin et quels sont les éléments juridiques, puisque moi, ça c'est mon domaine dont je ne vais pas sortir, mais quels sont les éléments juridiques qui nous permettent d'avoir une appréciation sur ce rôle joué par l'accord de performance collective dans les deux études de cas que nous avons faites. Alors, pour commencer à répondre à cette question, il faut regarder ce que nous permettent les études de cas qualitatives, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout en droit du travail. Il nous faut regarder le processus de négociation pour comprendre davantage comment en fait ces accords ont vu le jour et quels étaient les intérêts, les stratégies des acteurs en présence. Alors pour commencer par l'accord Cervère, donc la filiale du groupe Air France, euh, dans ce cas de figure-là, dans le cas Cervère, en fait, on a eu une entreprise qui a, donc la filiale, qui a présenté en mai 2020 un plan prévoyant, je cite, une réduction des coûts de l'entreprise de 170 millions d'euros, donc 80 millions d'euros concernant la masse salariale. Euh, Ça représentait environ un tiers de la masse salariale, donc ce plan, il équivalait à une suppression de postes de 1800 salariés. Donc c'est évidemment des plans extrêmement importants. Je vous donne ces éléments-là pour replacer dans le contexte de l'époque. Elle a par ailleurs indiqué, l'entreprise, que les garanties de Cervère, maintien de l'emploi, accords collectifs et activités de transport ne peuvent aujourd'hui plus être données. Donc là, je cite toujours, elle étayait par là l'ensemble de son plan de réduction de la masse salariale. En juin 2020, c'est-à-dire fin juin 2020, un premier projet d'accord de méthode donc a été proposé à la signature des organisations syndicales. Et ce projet de méthode, c'est très intéressant de suivre le processus. Ce projet d'accord de méthode, il prévoyait la conclusion de deux accords, une rupture conventionnelle collective et un accord de performance collective. Mais suite au refus des organisations syndicales dans les négociations, puisque l'accord de performance collective était perçu comme un accord très dangereux pour les salariés, finalement, l'accord de méthode prévoyait une ERCC et un accord d'activité partielle longue durée, d'APLD. Donc l'APC avait disparu des négociations. Et l'accord de méthode qui est signé, etc., par les organisations, il prévoit une ERCC et un APLD. Les négociations ont donc lieu et finalement la CGT et l'UNSA refusent de signer ces deux accords, donc ces deux volets prévus par l'accord de méthode. Les négociations, donc elles refusent, mais il y a toujours cette menace du plan de sauvegarde de l'emploi en cas de non-signature. Et finalement, les accords qui sont signés avec les autres organisations syndicales, c'est un accord de RCC et un accord APC qui donc refait surface. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que immédiatement, ces accords ont fait l'objet de contentieux. Donc là, c'est là qu'on intervient à nouveau. Ils ont fait l'objet de contentieux à deux titres. Le premier, c'est que les organisations syndicales qui n'ont pas signé donc contestent l'accord de méthode et elles ont gagné devant le tribunal sur cette question de l'accord de méthode, puisque l'argument évident, c'est la déloyauté, on avait prévu deux accords d'un accord de méthode qui ne sont pas finalement les accords signés, puisque l'APC refait surface. Et ensuite, on a eu dans un deuxième temps un contentieux sur le fond, donc plus long, qui n'est toujours pas terminé, donc je ne peux pas vous en donner l'issue, mais sur le contenu même de l'APC, était contestée la loyauté des négociations, l'absence de correspondance entre le contenu de l'accord et ses objectifs, et enfin le détournement de la finalité de l'APC. Voilà pour Cervère et pour le processus de négociation chez Cervère. Deux mots sur le processus de négociation plus rapidement chez De Richebourg.
Chez De Richebourg, on a d'emblée des négociations très tendues, mais le 11 mai 2020, on a le principe de la négociation d'un accord qui est voté par le syndicat majoritaire Force ouvrière, mais rejeté par la CFE-CGC, l'UNSA et le syndicat des mécaniciens sol aviation civile. En gros, ce qui est contesté, c'est la baisse des salaires, l'obligation de démissionner pour les salariés les plus touchés ou d'être licenciés, quoi, et un plan social qui serait maintenu malgré les concessions imposées aux salariés à travers l'APC. Donc, ce qui est énormément mis en avant dans les PV hein, de négociation qu'on peut étudier, c'est les profits records de l'entreprise, en dépit même de la crise, puisqu'on est sur plusieurs dizaines, voire centaines en réalité de millions d'euros qui sont engrangés par l'entreprise à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée de la teneur des débats. Euh, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où l'APC est conclue, en raison des pertes de salaire massifs des salariés, on a au final plus de 660 travailleurs qui quittent l'entreprise. Pourquoi 660? Je vous ai dit tout à l'heure, 160 salariés démissionnent, enfin démissionnent, 160 salariés sont licenciés suite à l'application de l'accord de l'APC. Et dans les mois qui suivent euh, l'application de l'APC, on a 500 salariés qui démissionnent du fait d'avoir constaté l'impact sur leurs conditions de travail. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui échappe complètement à l'analyse juridique d'habitude et qu'on a pu faire grâce à cette étude de cas, puisque si on ne reste pas sur les 160 seulement qui sont licenciés sur le moment, en fait, si on regarde le nombre de démissions après, on a un ensemble de 660 salariés qui ont quitté l'entreprise dans la suite quoi, de cette APT. Alors, vraiment en 5 minutes, quelques éléments sur les accords qui sont conclus, les APC qui sont conclus dans la crise. Je vais vous donner quelques éléments qui en disent long sur l'usage des APC pendant la crise, et y compris dans le secteur de l'aérien. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, si on compare les APC signés dans la crise et les APC signés avant la crise, les APC signés dans la crise ont davantage de... Alors d'abord, il y a un saut de 86% dans les signatures d'APC pendant la crise. C'est-à-dire si on prend les trois mois avant et après le confinement, le premier confinement, on a plus 86% d'APC qui sont conclus. C'est-à-dire c'est énorme. Et si on compare avec les accords d'entreprise en général en France, les autres accords, cela n'augmente que de 8%. Donc on voit que même par rapport aux autres accords, les APC ont connu un succès bien plus important que les autres accords. Donc il y a vraiment un engouffrement, notamment des grands groupes, dans le fait de conclure ces APC. Première chose. Ensuite, pour ce qui est du contenu de ces APC, ce qui est intéressant, c'est que avant la crise, 75% de ces accords étaient à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'ils étaient moins conjoncturels, quoi. Ils étaient à durée indéterminée, amenés à s'appliquer dans la durée. Avec la crise, on passe à 50% des APC qui sont à durée euh, indéterminée. Donc, on a davantage d'accords conjoncturels. Pour autant, pour ce qui est du contenu, on a des conséquences très importantes puisque la part des APC qui prévoient une baisse des rémunérations augmente de façon très importante puisque 68% des APC dans la crise prévoient une baisse des rémunérations alors que c'était 7% avant. Deuxième chose, et j'en arrêterai là sur le contenu, mais deuxième chose, la hausse de la durée du travail est toujours majoritaire, mais la baisse de la durée du travail est plus importante qu'avant. Et ça traduit bien la perte un peu d'activité et le fait qu'il faut réduire l'activité. Mais alors même qu'on est parfois dans des entreprises qui ont en parallèle signé un accord d'APLD, comme je vous l'ai expliqué, et donc où on avait des salaires des salariés qui étaient déjà pris en charge par l'État à ce moment-là, enfin par l'UNEDIC et par l'État, à travers ces accords d'APLD. Donc c'est très intéressant de voir qu'on est là sur des, des concessions salariales qui sont demandées, alors même que les salaires sont déjà pris en charge par l'État. Juste un mot, il y a eu évidemment de vives critiques des confédérations syndicales sur ce type d'accord de performance collective, mais pas seulement les organisations, puisque le comité d'évaluation des ordonnances France Stratégie, y compris pendant la crise, a sorti un nouveau rapport en expliquant qu'ils étaient extrêmement vigilants par rapport à l'usage de cet accord de performance collective, puisque selon eux,
ils étaient susceptibles d'engendrer, je cite, une dynamique de moins-disant social au sein d'une branche ou d'un marché et qu'ils pourraient avoir des conséquences, je cite encore, lourdes pour les salariés, notamment en cas d'utilisation d'ajustements par le bas de l'APC. Donc ensuite on a un rapport de l'OIT qui invitait un véritable contrôle judiciaire des APC en France, qui était une forme de rappel à l'ordre du législateur puisqu'il y avait des problèmes évidemment, enfin potentiellement des problèmes très importants vis-à-vis de l'usage de ces APC. Donc on a voilà un certain nombre de préoccupations très importantes. Et pour terminer en conclusion, ce que nous permettent de déduire un peu ces deux études de cas d'APC dans l'aérien, c'est clairement un usage de l'APC pour accélérer des projets de réorganisation qui étaient soit anticipés même avant la crise, soit évidemment dont l'intérêt est accru pendant la crise. Et on le voit, cette conclusion, on la voit à travers quatre, on va dire, traits caractéristiques de ces APC. D'abord, c'est que ces deux APC, chez Cerver et chez Derichebourg, sont des APC à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conjoncturels, alors même qu'ils disent répondre à une situation conjoncturelle, ils ne sont pas conjoncturels. L'un est conclu à durée indéterminée chez Derichebourg et chez Cerver, il est conclu pour une durée d'1 an et 1 mois, mais avec une possibilité de prolongation, et il a bien été prolongé dans les années suivantes. Donc il est à durée indéterminée. Deuxièmement, un maintien dans l'emploi qui n'est pas du tout garanti. Dans l'APC chez Cerver, il n'y a aucun engagement en matière d'emploi, donc c'est très simple. Dans l'APC chez Derichebourg, on a un employeur qui s'engage à ne pas licencier pendant 6 mois seulement et qui écrit dans l'accord, à l'issue de ces je fais court, mais les éléments de paix seront pris en compte, y compris au cas où l'entreprise déciderait la mise en œuvre d'un PSE à l'issue de ces 6 mois. Donc la possibilité d'un PSE est même envisagée dans l'accord à l'issue des 6 mois de maintien de l'emploi. Troisième élément, il y a une absence très importante de correspondance entre la réalité du contenu de l'accord et l'objectif affiché dans l'accord. C'est flagrant chez Derichebourg puisqu'il cite un nombre de réductions, donc de concessions pour les salariés en matière salariale, donc de rémunération, qui ne colle pas du tout avec la préservation de l'emploi. Et chez Cerver, ce qui est très intéressant là aussi, c'est qu'on a pareil un certain nombre d'éléments de réduction de la masse salariale, alors même que ces mesures, si on les mettait en application, elles aboutissent à faire travailler davantage chaque salarié dans l'entreprise et donc potentiellement de faire travailler moins de salariés. Donc on est vraiment très loin de la mesure de préservation en réalité de l'emploi. C'est un raisonnement, il y a un problème de logique qui a été mis en œuvre, qui a été mis en avant pardon, dans le contentieux et dont le juge en première instance auquel le juge a été assez sensible pour l'instant, puisqu'on n'est pas du tout dans la même logique que celle annoncée de préservation de l'emploi. Enfin, quatrième élément, et promis, c'est le mot de la fin, ce qui montre également que ces APC ont été utilisés comme outil de gestion, avant tout de réorganisation de l'entreprise et sur le long terme, c'est qu'on a une combinaison de différents types d'accords dans ces deux entreprises. Chez Cerver comme chez Derichebourg, on a à la fois un APC, mais aussi des accords d'APLD, voire des accords de rupture conventionnelle collective qui sont signés simultanément, avec du coup des problématiques de suppression d'emplois sur un bien plus long terme que sur le moment de gestion de crise conjoncturelle, puisque les RCC, etc., entraînent des suppressions d'emplois irrémédiables, puisque les salariés quittent l'entreprise. Et de même, le nombre de salariés qui ont quitté les entreprises suite à l'application de l'APC, notamment chez Derichebourg, exprime également qu'on a véritablement des suppressions d'emplois qui sont menées par le biais de l'accord de performance collective. Mais on est très loin de cet objectif de maintien de l'emploi qui ont pourtant été évoqués dans les préambules de ces deux accords. Voilà pour les quelques mots de résumé sur ces études de cas. Et je redonne la parole à Marco. Merci, merci Hélène. Je vais directement passer à l'autre étude des cas et comme ça, après, on va encore garder un peu de temps pour des questions. J'en ai reçu déjà un message privé. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Moi, je vais prendre un peu moins de temps parce que l'étude des cas que j'ai menée avec Florence Thépeau, ma collègue à l'Université de Strasbourg, et Pénélope Hardy, qui est doctorante à l'UMR Dresse, porte sur des éléments qui sont nécessairement un peu moins juridiques, un peu moins techniques, mais on tentait essentiellement de prendre la température
d'une situation de dialogue social. Donc, comme je disais, le deuxième étude de cas porte sur la gestion de la crise chez Air France, notamment dans la relation avec ses pilotes. Je reviendrai dans un instant sur l'intérêt de ce choix. Et encore plus spécifiquement, sous l'empire du prêt garanti par l'État et des conditions imposées à Air France par le prêt garanti par l'État qui a été octroyé en 2020. Donc Air France, comme pas mal d'autres compagnies aériennes, évidemment, est fortement impactée par l'arrivée de la crise du Covid. Moins 95% de vols en 2020, une perte de 7 milliards d'euros, plus ou moins, en 2020 aussi. Donc vous pouvez imaginer un impact gigantesque. Sur cette situation, disons l'histoire, c'est que dans les entretiens précédents qu'on avait menés pour ce projet, on avait reçu une image en réalité très positive de la situation du dialogue social chez Air France à partir du 2018. C'est l'année où un nouveau PDG du groupe Air France KLM arrive, avec beaucoup de soucis à cause de sa provenance d'un pays anglo-saxon, donc un souci de différence de culture, de dialogue social, mais un souci qui, quelque part, ne se révèle pas fondé, dans le sens qu'ensuite, une situation de dialogue social qui fonctionne, on ne va pas dire nécessairement toujours positif, mais qui fonctionne et qui fonctionne de façon efficace avec la signature de 2 accords, notamment en 2019, pour ce qui concerne les pilotes, qui est notre focus aujourd'hui, concernant les évolutions salariales, les activités des vols et les pilotes instructeurs. De l'autre côté, un taux de syndicalisation qui est très élevé, autour de 75% chez les pilotes du groupe. Donc, dans cette situation, évidemment, l'intérêt de choisir cette étude de cas, c'était d'aller se demander est-ce que ce climat positif de dialogue social a tenu pendant la crise et surtout avec une contrainte externe venant des conditions relatives aux prêts garantis par l'État. J'y viens très rapidement sur la question du prêt, parce que les questions soulevées touchent à des matières qui ne sont pas du tout ma spécialité, notamment au droit de la concurrence, d'où aussi la participation de Florence, participation fondamentale de Florence à l'étude de cas. Donc, le prêt garanti par l'État étant une aide d'État est soumis donc à l'approbation par la Commission européenne. Comme je disais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'approbation par la Commission arrive avec une série de conditions qui doivent être respectées. Ces conditions sont particulièrement importantes, donc le respect de ces conditions, l'efficacité de ces conditions, notamment pour ce qui concerne le maintien de la concurrence et la préservation de la concurrence. Et de l'autre côté, la rémunération adéquate de l'État et la sortie aussi de l'État de cette situation sont très importantes. Pourquoi? Parce que Ryanair, vous avez peut-être aussi vu dans la presse, généraliste, Ryanair était en train d'attaquer de façon systématique toutes les mesures d'aide directe des États en faveur des compagnies aériennes en Europe. Vous aurez peut-être lu récemment le fait que Ryanair a eu gain de cause devant la Cour de justice concernant les aides d'État à l'avantage de Lufthansa et de SAS. Donc, l'efficacité de ces conditions est particulièrement importante parce que ça peut être un élément évalué par le juge. Donc, je vais juste m'attarder sur deux de ces conditions qui ont été soulevées dans les entretiens que j'ai eus. La première, c'était l'interdiction d'acquisition des participations de plus de 10% dans des concurrents. Ceci était particulièrement important parce que ça empêchait Air France KLM de rentrer dans le jeu du rachat de Alitalia. Comme on a parlé de la faillite d'Alitalia, la création d'une nouvelle compagnie aérienne pour reprendre les activités d'Alitalia. Donc, on était à la recherche d'un partenaire et Air France n'a pas pu jouer ce jeu de concentration qui se joue dans le secteur de l'aviation à cause de cette contrainte. Donc, pour cette raison, il y avait une volonté de repayer ce prêt au plus vite, ce qui a été fait finalement en mars 2023, donc assez récemment.
La deuxième contrainte, c'était que Air France devait laisser 18 slots à l'aéroport de Orly à des concurrents. Donc, laisser céder la place directement à des concurrents, ce qui a été fait. Et finalement, la compagnie Vueling a été choisie pour répondre ces 18 slots, qui est très important. Ça peut sembler assez limité, hein, mais en réalité, c'est assez important parce que l'aéroport d'Orly, à cause d'une série de limitations et de réglementations, a une capacité limitée de slots. Donc, tout ce qu'on cède, on ne va pas pouvoir le récupérer, essentiellement. C'est à l'avantage de quelqu'un d'autre. On a juste moins de slots à Orly. Euh, donc, je parle de ce décompte 2 conditions parce que c'est quelque chose qui revient dans les entretiens que j'ai menés et je vais le mentionner dans un instant. Donc, l'objectif de l'étude de cas, c'était donc d'aller et poser la question, est-ce que face à tout ça, vous avez continué à avoir un dialogue social positif, un bon climat de dialogue social dans l'entreprise? Et honnêtement, avec l'attente d'avoir une réponse négative. Non, cette pression avait finalement causé des tensions, avait été notamment utilisée par l'employeur pour obtenir des concessions. Et ce qu'on voit, hein, on voit dans l'autre étude des cas, très bien, c'est la crise, donc on obtient de réduction des salaires, augmentation de la durée du travail. En gros, on réduit les coûts du travail et on retire plus de profits. Ce qui joue de façon assez linéaire hein, dans les relations de pouvoir, dans les rapports de pouvoir, rapports de force dans une crise. Donc on s'attendait plus ou moins la même chose. Les relations entre l'Italie, Air France et ses pilotes avaient été d'ailleurs assez conflictuelles avant 2018, de façon assez connue en 2014, un moment d'action collective et de grève assez important, assez tendu. Donc, ce qu'on s'attendait en posant cette question, c'était le retour à cette tradition des relations plus conflictuelles par rapport à une parenthèse de dialogue et de consensus qui aurait été entre 2018 et la crise. Euh, à cause de ces entretiens qui touchent à des éléments de la négociation du prêt, etc., il y a pas mal d'éléments que je ne peux pas utiliser ni dans le rapport, ni les citer aujourd'hui. Donc, je m'excuse si je peux vraiment juste toucher à quelques éléments. Euh, L'histoire que nous avons entendue était différente de ce qu'on s'attendait par rapport à notre hypothèse, ce qui est toujours intéressant hein, pour un chercheur. On nous a parlé plutôt d'une identification, de la situation des pilotes, parce que c'est de ça que je voulais parler, avec la situation de la compagnie. Quelque part, la crise, la sensation de cette crise de la fin du monde avait joué dans le fait de percevoir que si la compagnie n'allait pas bien, c'était aussi un problème pour les pilotes, plutôt que voir une situation conflictuelle. Le fait qu'il y avait eu des accords négociés immédiatement avant, de façon assez positive, donc 2019, on est en 2020, hein, au début de la crise, donc c'est immédiatement après ces accords, avait fait aussi ainsi qu'il y avait une certaine confiance entre les deux côtés. Et il y avait une perception que montrait comment dire, un certain climat de paix sociale allait rendre plus simple la négociation vis-à-vis les autorités publiques de cette aide d'État, en pouvant voilà, montrer que on avait, disons, la situation du dialogue social telle à pouvoir effectivement utiliser de façon efficace cette aide. Donc, la question disons, devient un peu plus compliqué à la fin de la crise. Donc, j'ai réussi quand même à trouver quelques éléments qui confirmaient un peu mon hypothèse, dans le sens qu'à la sortie de la crise, donc on saute à 2022, j'ai mentionné qu'il y a d'autres crises qui s'enchaînent quelque part. Donc, la crise de l'inflation, du coût de la vie, qui s'installe sur la fin de la crise du Covid. Et donc, une négociation qui a lieu à ce moment-là pour des augmentations salariales, tout simplement.
ça touche aussi à d'autres éléments, mais les points importants, c'est qu'il y a une inflation à deux chiffres et des salaires qui ont été réduits pendant la crise et qui ont été encore plus touchés par la réduction des heures de vol. Donc, il y a cette négociation et il y a une question sur l'existence ou moins d'une obligation de modération salariale dans le cadre des conditions du prêt garanti par l'État. Il est impossible de retrouver cette obligation dans les textes juridiques. Et finalement, la réponse a été qu'il n'y en avait pas une d'obligation au moins légale en ce sens. Donc, ça reste un point d'interrogation. Comme je vous disais, ce n'est pas exactement le juridique qu'on a exploré ici, c'était le non-dit, c'était l'implicite, etc. Donc, finalement, on se rend compte que non, il n'y a pas cette obligation de modération salariale et un accord est trouvé qui, globalement, donne gain de cause aux syndicats. On peut aussi citer probablement la volonté de préserver le climat positif de dialogue social, la confiance gagnée dans la gestion de la crise. Pourquoi donc, quand on ne trouve pas ce qu'on s'attend, hein, ce qui est intéressant pour un chercheur, se poser la question, pourquoi ça a marché si bien, alors que historiquement, on aurait pu s'attendre le contraire. Et pourquoi, à la fin de la crise, on a eu cette situation d'inversion dans laquelle on avait un peu l'habitude de voir plutôt le conflit chez Air France et non pas chez les concurrents. Et par contre, on a vu les grèves chez SAS, Lufthansa encore plus. Et donc, les conclusions viennent un peu de cette situation, du fait de vouloir préserver une situation qui plus ou moins arrangeait les deux côtés. À nouveau, je parle des pilotes et de l'employeur. Je ne parle pas d'autres catégories qui ont été pas toujours dans la même situation. Donc, je veux être assez clair dans disons, le champ de mon étude des cas. Ensuite, cette contrainte externe du prêt garanti par l'État et l'effet de devoir directement voir laisser de la place à des concurrents a aussi joué, au moins de ce que j'ai retenu des entretiens, dans la sensation que le jeu se jouait plutôt entre la compagnie et les autorités et les concurrents. Donc, une volonté à nouveau de plutôt offrir un front commun par rapport à ces risques qui ont percevé venant plutôt de l'extérieur et non pas de l'employeur directement. Et il y avait aussi quelque part, et ça c'est quelque chose que j'ai perçu dans cet entretien, un peu un effet surprise de se retrouver pour une fois représenté, pointé comme l'exemple qui fonctionnait. Pour une fois, l'exemple du dialogue social qui marche, qui trouve des accords, qui gère la situation, qui gère la crise, alors que voilà, c'était souvent pas le cas chez Air France et la relation avec les pilotes. Et donc, quelque part, la volonté de préserver et cette sensation d'être le bon élève hein, pour une fois et faire partie de l'équipe gagnante qui est sortie de la crise de façon assez positive grâce aussi à un cadre institutionnel, notamment avec l'APLD, qui permettait une flexibilité importante et le fait de préserver la main-d'œuvre, qui donc était prête, à différence d'autres compagnies qui avaient choisi la réduction de la main-d'œuvre, les licenciements, la fin des contrats temporaires, etc., pendant la crise. Donc, la préservation de l'emploi à travers la structure institutionnelle qui avait été mise en place en France a aussi permis le fait de sortir de la crise de façon assez positive, qui donc permet, évidemment, facilite des solutions gagnant qui était un peu le cas dans cette étude de cas. Donc, voilà pour le deuxième étude de cas. Donc, je vais laisser directement la place aux questions. Si quelqu'un veut poser une, je vais reprendre celle que j'ai reçue, mais aussi Hélène ou Florence, si vous avez des questions pour les parties que j'ai présentées. Moi, j'ai aussi une question pour Hélène. Ouais, je vais commencer par celle que j'ai. Après, je vais me donner le temps de retrouver l'autre. Donc, ma première question pour Hélène, c'était sur cette différence hein, entre les deux dynamique que je vois. Donc, dans l'étude de l'aviation qui s'est focalisée plutôt sur les métiers de l'air hein, du projet, on a vu plutôt un retour à la centralisation quelque part. Un retour à l'intérêt pour la branche, la convention des branches, etc. Et ce que je retiens, moi, de ce que toi tu dis, c'est plutôt le contraire
pour cette partie de la filière, c'est une fragmentation en réalité, parce que l'APC fragmente le secteur et c'était un peu le risque aussi du nivellement vers le bas et de la concurrence vers le bas que tu mettais que pas toi, le rapport que tu as lu, que tu citais, mettait en lumière. Est-ce que donc, c'est encore un pas vers la fragmentation, encore plus. Et ma question, c'est toujours, quand je parle du système français, que je ne présente pas normalement, hein, parce que je ne suis pas un expert, la France, c'est un pays caractérisé par la convention des branches, ce qu'on dit, hein, souvent, par rapport aux pays décentralisés, les modèles libéraux, les modèles anglo-saxons. Et à chaque fois, par contre, que j'entends un collègue français qui me présente la situation, j'ai plutôt l'impression que ça soit très décentralisé. Et est-ce que la PC va dans cette direction encore plus? Et toi, tu peux poser la question à Florence après que tu me réponds. Très bien. Oui, bah, très rapidement, mais parce que ça m'intéresse beaucoup les prêts garantis par l'État là, donc j'ai en effet des questions. Mais non, très rapidement, oui, oui, j'adhère tout à fait à l'analyse que tu fais là sur la fragmentation. Je pense que d'ailleurs, il a parfois été présenté comme ça, l'accord de performance collective, comme alors l'accentuation de la dynamique qui vise à avoir une sorte de code du travail par entreprise, parce que ça n'a pas, cette dynamique, elle n'a pas attendu l'accord de performance collective, elle existait avec les accords d'entreprise depuis la fameuse inversion de la hiérarchie des normes, qui est mal nommée, mais depuis la loi travail en 2016, etc. Donc, on a, c'est vrai, de plus en plus une forme de code du travail par entreprise, et l'accord de performance collective accentue et consacre quasiment quand même cette dynamique, puisque et encore une fois, pour des périodes, pour des durées indéterminées, on a, on a des socles conventionnels qui sont désormais, qui priment donc sur la loi, ça ne date pas de la PC, mais qui priment désormais aussi sur le contrat de travail de façon pérenne, quoi. Donc c'est quand même très particulier. Et y compris avec, c'est l'autre aspect de la fragmentation que je trouve intéressant avec la PC, c'est que l'usage, par exemple, de la PC pour fermer un site et donc potentiellement pour une forme d'externalisation en fait qu'on retrouve justement dans l'aérien et qui illustre très bien les APC dans l'aérien, il a été décuplé, enfin il est très important dans l'usage des APC, a fortiori les APC conclus pendant la crise. Or, c'est quand même un usage qu'a sanctionné le ministère du Travail dans un question-réponse qu'il a sorti sur les APC en expliquant que cet usage devrait être prohibé parce que ça n'est pas la finalité de l'APC et que sanctionne un arrêt très récent du 6 février de la Cour d'appel de Nancy sur les APC, donc qui est vraiment très récent puisque le contentieux commence tout juste à sortir et qui là aussi sanctionne enfin, invalide un APC pour avoir organisé une fermeture de site. Alors, en plus sur un terrain avec un argumentaire particulier, mais qui est très intéressant parce que l'employeur n'a pas remplacé les salariés qui ont été licenciés. Donc, ça veut dire que l'objectif était les suppressions d'emplois. Bref, sur les deux temps, on a une fragmentation au niveau des normes avec l'APC, comme on a une fragmentation au niveau de l'entreprise qui est facilitée par cet outil-là. Donc, c'est tout à fait... Enfin voilà, j'adhère et je trouve ça très intéressant. Et pour enchaîner avec les prêts garantis par l'État peut-être, et donc à notre collègue économiste si possible. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plus qu'interrogé à travers les accords de performance collective et les outils qui ont été mobilisés pardon, là, dans la crise Covid vis-à-vis des entreprises, c'est le niveau de contraintes qu'on imposait à ces groupes qui restructuraient à tout va à travers toute une série de dispositifs conventionnels, le niveau de contraintes, notamment par rapport aux prêts garantis par l'État qu'on pouvait exercer sur elles. D'un point de vue juridique, c'était l'APLD, nos questionnements, c'était sur l'activité partielle longue durée. Est-ce qu'elles vont vraiment avec une contrepartie d'engagement sur l'emploi, c'est-à-dire de ne pas licencier les salariés? Et juridiquement, c'était très relatif, parce qu'en fait, ça n'empêchait pas du tout toute une forme si ce n'est de suppression d'emploi, de forme de départ volontaire, enfin de départ de l'entreprise. Mais pour ce qui est du prêt garanti par l'État, est-ce qu'on a, voilà, quelle est la réalité des garanties qu'on peut imposer aux entreprises et peut-être à travers le contentieux de Ryanair que tu évoquais, Marco, aussi. Enfin, voilà. Et comment est-ce que les économistes analysent cette question-là, l'ont traitée et tout? C'est une question large, mais qui m'intéresse. Alors, je vais essayer de reformuler et de voir ce que je peux apporter comme éclairage. Donc, moi, je suis
en droit de la concurrence et je suis pas si spécialisée, enfin, je suis pas spécialiste des aides d'État, mais je m'y suis intéressée grâce à ce projet et puis je comprends les tenants et aboutissants, c'est un peu toujours les mêmes rengaines en droit de la concurrence. Mais donc, ta question, c'était si pourquoi on n'imposait pas trop de contrepartie en termes de droit du travail, de protection de l'emploi, alors qu'on accorde des choses. Je pense que, en fait, la commission ici essaye de se confiner vraiment, enfin, son action au droit de la concurrence. Elle, voilà, les aides d'État, il y avait un cadre temporaire pendant le Covid pour faciliter ce genre d'aide et donc de dire, voilà, ces aides d'État sont généralement interdites parce que ça fausse le jeu de la concurrence surtout parmi les États membres. Mais Covid oblige, on est beaucoup plus souple et on permet aux entreprises d'éviter les conséquences sociales d'entreprises en faillite, etc. Mais du coup, la commission, je pense, se contente vraiment de l'analyse d'un point de vue strict de la concurrence et ne veut pas rentrer dans d'autres terrains. En fait, et elle se dit, bah, peut-être c'est aux États membres de gérer certaines autres choses. Mais alors, il y avait des petites choses. Alors, en fait, le prêt garanti par l'État, il y a un volet, je crois que c'était du coup en 2020. Donc, c'est le prêt garanti. En fait, il y a une partie, l'État apporte une garantie. Donc, le prêt est accordé par des banques privées, mais la garantie, elle vient de l'État. Donc, c'était 4 milliards. Et puis, il y avait aussi une espèce de prêt d'actionnaires attaché à ça. Mais finalement, les conditions avec les slots, c'était quelques années après, c'était parce qu'il y avait une injection directe de capital. Donc là, Air France augmente sa participation et donc là, c'est vraiment enfin, pardon, l'État augmente sa participation au capital d'Air France et donc là, c'est vraiment un engagement très direct de l'État. Et c'est là qu'il y a eu plus de contrepartie. En fait, la décision de la Commission en 2020, il n'y a pas grand-chose. La Commission voit juste si on entre dans le cadre temporaire et elle ne va pas aller plus loin. Alors, je crois qu'il y avait quand même l'interdiction de verser des dividendes, etc. Il y a une petite mention, mais ça, c'était au niveau de l'agence qui gérait les participations de l'État, qui dit, voilà, il faut qu'il y ait un peu des impacts environnementaux, peut-être favoriser, enfin, ça participe de l'interdiction des vols intérieurs quand il y a des trains voilà, pour des durées de moins de 2 heures, etc. Mais en gros, en droit de la concurrence, au niveau européen, la Commission se concentre sur des questions vraiment de concurrence et elle refuse plus ou moins, c'est un peu d'aller considérer des choses d'intérêt public dans ces général. Bah, c'est pareil pour les contrôles de concentration. La Commission va très peu en fait intervenir et va pas du tout prendre en compte les conséquences sur l'emploi. Parce que se dit, voilà, c'est pas notre boulot, nous on regarde juste la concurrence. Alors, à tort ou à raison, il y a des grandes discussions, en fait, depuis 5-10 ans, on se dit, mais en fait, pourquoi le droit de la concurrence est dans un cadre si restrictif? Il faut pouvoir quand même considérer la concurrence comme un outil pour l'emploi, pour la croissance, pour l'environnement. Mais bon, ça, c'est un débat qui est un peu intéressant, mais pas résolu parce que voilà. Mais donc en fait, c'est ça, c'est que la commission ne veut pas aller outrepasser son secteur d'intervention. Je ne sais pas si je réponds à tes questions. Merci Florence. Il y a aussi Benjamin qui voulait poser des questions. Vas-y Benjamin. Bonjour Benjamin Oui, déjà. merci, bonjour à tous. Et puis donc, merci beaucoup pour vos présentations. Donc, je suis, voilà, pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Benjamin Vu, je suis aussi de l'UMR Dress. Et alors moi, ce qui m'a intéressé enfin, parmi les choses qui m'ont intéressé dans vos présentations, je me suis posé la question de savoir si c'était ce que vous présentiez, c'était quelque chose de spécifique ou si c'était quelque chose finalement un peu euh, de- l'amorce de quelque chose d'un peu plus général, quoi. Parce que c'est vrai que dans le domaine aérien, il y a à la fois, bon, maintenant, Air France et Air France KLM, il y a un aspect, on parle des compagnies nationales. Je sais qu'il y a une spécificité aussi du syndicalisme de pilotes, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous avez, enfin, ce que tu as présenté, Marco, ça aurait pu valoir, quel que soit finalement cette spécificité n'a pas été vraiment prise en compte, enfin, n'a pas pris en compte, n'a pas eu d'incidence en quelque sorte. Et puis aussi, c'est pareil, Hélène. L'APC, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que ça va devenir. Est-ce que ça va devenir le droit commun des accords collectifs ou pas?
Et notamment quand tu parlais des démissions, si j'ai bien suivi, il y a eu pas mal de démissions, etc. Et pourtant, il y a un certain nombre d'accords. Tu disais qu'il y en avait qui étaient à durée déterminée, mais d'autres qui ont été enfin, certains étaient à durée indéterminée, d'autres à durée déterminée, ils ont été renouvelés, quoi. C'est-à-dire que finalement, même s'il y avait des démissions, les syndicats se sont pas dit qu'il y avait eu un problème ou quoi que ce soit. En fait, ils ont continué à faire voilà, je sais pas si ça a eu, s'il y a eu quel bilan est-ce qu'on peut faire, en fait, finalement, enfin, quel bilan font les acteurs, en tout cas, eux-mêmes de ce, euh, de cette expérience? Si vous avez eu des échanges là-dessus, évidemment. Oui, donc pour la spécificité du secteur, disons, il y a des choses qui sont un peu différentes et qui rendaient intéressant l'exercice, notamment par exemple le fait qu'on est pour les métiers de l'air face à toujours à des travailleurs très syndiqués et qui donc, ce qui a un impact évidemment sur la gestion de la crise par le dialogue social. Donc, il y a des spécificités, mais c'est aussi un peu une des remarques hein, que la plupart, l'impact principal sur les conditions de travail, qui étaient les formes de chômage temporaire, chômage partiel, réduction, disons, chaque pays avait sa propre version, mais et c'était pas pour le secteur de l'aviation. Donc, sauf en Italie, qui utilisait une caisse spécifique du secteur, ce qui a causé certains effets. Mais pour le reste, et même en Italie à un certain moment, c'était le même système que pour tout le monde. C'était juste particulièrement impacté pour les raisons que je dis, hein, pas de télétravail évidemment, et presque zéro activité dans une période. Mais pour le reste, ouais, il y a un effet plus ou moins similaire à d'autres secteurs, disons, similaires au moins. Il y a une spécificité du côté des effets directs, donc du soutien financier. Qui était assez important, non seulement en France, en Allemagne, dans les pays nordiques, etc. Parce que c'est aussi un secteur quelque part stratégique, surtout sur les pays qui n'ont pas des continuités territoriales aussi. Donc disons, c'est stratégique dans le sens très strict du terme et qui donc méritait plus d'attention. Et par rapport à l'intérêt aussi scientifique, je dirais que l'autre aspect, c'est aussi que c'est toujours l'épée de Damoclès de la prochaine crise pour l'aviation. Parce que l'aviation, c'est un secteur qui est... on peut avoir voilà, différentes visions sur ça, donc je ne vais pas rentrer sur une question d'évaluation, mais qui est considéré comme un secteur polluant et qui est un secteur dans les futurs va connaître une autre crise à un moment ou l'autre à cause de l'instabilité du monde, que ce soit une guerre, hein, que ce soit autre chose. Et donc, étudier les crises dans ce secteur et la gestion de la crise dans ce secteur, c'est toujours dans l'idée que on peut apprendre quelque chose pour la prochaine crise qui, quelque part, on sent toujours arriver et qu'elle est là et qu'elle va arriver. Donc, voilà les deux points d'intérêt sur le secteur. Et donc, pour le reste, je suis assez d'accord. Il y a des similitudes avec le reste de l'économie, ce qui est plutôt positif, je dirais aussi. Ce n'est pas un monde voilà, différent d'extraterrestres, même s'ils sont dans l'air. Hélène, je te laisse répondre pour le APC. Oui, très rapidement, je trouve ça très pertinent ce que tu dis là, Benjamin, sur les organisations syndicales qui prolongent les accords en dépit d'avis visiblement divergents des salariés. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, j'ai retrouvé les pourcentages là pendant qu'on discutait. Chez Server, les deux organisations opposées, CGT et UNSA, elles représentent 22 et 27% respectivement. Donc, euh, tadada, je suis nulle en maths, mais 49, voilà, 49%. Donc on voit que c'est vraiment, ça se joue à rien et et par ailleurs c'est elles qui sont allées au contentieux, etc. Donc on a vraiment des organisations syndicales qui vont signer les accords, mais alors même que les autres qui peuvent représenter jusqu'à quasiment la moitié des salariés s'étant prononcés, en tout cas elles sont fermement opposées, quoi. Et dans le cas de Derichebourg, c'est l'organisation syndicale majoritaire FO qui signe, alors même que toutes les autres sont aussi, alors là ils sont majoritaires, hein, pareil, puisqu'ils peuvent signer, mais sont contre. Ce qui est intéressant aussi, donc ça en dit long évidemment, on n'a pas le temps là, mais sur le système de représentation syndical français aujourd'hui et ses limites très importantes. Ce qui est intéressant, juste un mot sur le cas de Richebourg, c'est que
Je vous parlais d'épisodes grévistes. La suite, parce que c'était ça, il y a eu les démissions en très grand nombre. Et il y a quand même eu 3 grèves, donc en juin, en septembre, puis en novembre de l'année d'application de l'accord, dont la dernière a duré 2 semaines quand même, et qui a vu se créer un collectif de salariés, qui étaient à la fois des salariés restés dans l'entreprise et qui grévaient donc contre la perte de leur garantie salariale, etc. Et des salariés qui avaient démissionné ou qui avaient été licenciés. C'est-à-dire des salariés désormais extérieurs à l'entreprise, alors qui n'étaient pas donc en grève pour l'entreprise, mais qui ont participé à ce collectif. Et qui ont été quand même suffisamment. Voilà, il y a des articles de presse régionales très réguliers, etc. Donc c'était une sorte de forme de collectif porte-parole assez reconnu de la mobilisation des salariés dans ce secteur, et qui, voilà, là aussi pose la question du rôle des organisations syndicales, puisque là, visiblement, il a fallu une autre forme d'organisation collective pour faire entendre l'avis qui était celui des salariés. Dernier exemple, Bergame, c'était de la presse nationale qui en a beaucoup parlé, la fabrication de chaînes de froid, là, de sandwich en région parisienne, qui ont eu un accord de performance collective, qui a été même validé à ce moment-là, et c'est d'autant plus intéressant, par un référendum des salariés, puisque c'est une des possibilités de validation, et qui, un an plus tard, ont en fait fait grève de façon majoritaire dans l'entreprise contre l'accord de performance collective, parce que l'impact sur leurs conditions de travail, en fait, avait été dévastateur. Donc là, on est même sur le rôle non pas seulement des organisations syndicales seulement, mais des modes de dite négociation, y compris par référendum ou ratification des propres salariés eux-mêmes, mais auxquels on pose une question qui est celle de l'entreprise, de l'employeur, et qui s'exprime, mais s'exprime vis-à-vis de menaces, de chantage à l'emploi, etc., et qui finalement, un an plus tard, si on leur posait la même question, la réponse ne serait pas du tout la même, mais là, bizarrement, on ne leur pose plus la question. Donc c'est ça qui est très intéressant, y compris, voilà, ce que tu soulignais, Benjamin, mais sur le système de représentation français en entreprise, quoi. Voilà, en quelques mots. Voilà, merci Hélène. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser des questions avant qu'on arrête? On peut encore prendre un peu de retard. Si quelqu'un a des questions qui pressent. Personne? Ok, donc dans ce cas, je vous remercie toutes et tous pour avoir été avec nous pendant votre pause de midi. J'espère, j'espère que c'était tout à fait agréable, comme ça l'a été pour nous. Pour les intéressés, je vous donne rendez-vous à la conférence de clôture du projet Viral qui a lieu la semaine prochaine, le 8 juin. Vous avez les sites, pour le streaming sur le site du projet. Il était indiqué dans mes slides, mais ce n'est pas trop difficile à retrouver. viralproject.eu. Et en tout cas, si vous voulez plus d'informations sur le projet, sur les rapports, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je suis Marco Roca, donc mroca@unistra.fr. Merci encore et bon après-midi à toutes et à tous.